Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartons. On commence avec cette photo historique, 13 septembre 1993. Le Palestinien Yasser Arafat et le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Les accords d'Oslo devaient précéder la création d'un État palestinien indépendant. En vain. 30 ans plus tard, qui croit encore au scénario dit des deux États? Dans un article intitulé Palestine, le débat faussé, le chercheur Robert Bistolfi écrivait: comment répondre équitablement à deux aspirations nationales concurrentes sur une même terre, les deux se réclamant de légitimités de nature très différentes, concurrence et ressentiment irréconciliables entre violences multiples faites aux Palestiniens, colonisation, discrimination, opérations militaires et policières, et insécurité des Israéliens avec notamment les attentats et les missiles du Hamas, mais aussi du Hezbollah libanais. Alors nous, avec l'histoire, avec la géographie, on a voulu se souvenir de l'objectif initial établi par le droit international, asseoir la défense des Palestiniens sans remettre en cause le droit d'existence d'Israël, et nous avons observé au fil des ans un objectif qui s'est perdu de vue. Sortons nos cartes. Peuple sans véritable État, les Palestiniens sont estimés à 14 millions dans le monde. Alors regardons pour commencer comment ils se répartissent. La moitié des Palestiniens vit en dehors du berceau historique de leur peuple, essentiellement en Jordanie, en Syrie et au Liban. Ils sont aussi présents dans les pays du Golfe, en Arabie saoudite et au Koweït. En dehors du monde arabe, le Chili, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest accueillent une importante diaspora palestinienne. L'autre moitié de la population palestinienne se partage entre la Cisjordanie, occupée par les Israéliens, la bande de Gaza, l'État d'Israël et Jérusalem-Est. Notons par ailleurs qu'un Palestinien sur trois vit dans un camp de réfugiés, à Gaza, en Jordanie et en Cisjordanie, au Liban et en Syrie. Alors pour comprendre cette situation inédite, revenons un siècle en arrière. 1922, trois provinces ottomanes de Palestine peuplées de paysans, d'artisans et de commerçants arabes passent sous contrôle des Britanniques. Le gouvernement de Londres soutient alors le projet sioniste d'installation des Juifs européens en Palestine, comme on appelle depuis des siècles cette terre sainte pour les Juifs, mais également pour les chrétiens et pour les musulmans. Elle va s'accélérer, cette immigration juive, à partir des années 1930, surtout après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. À partir de 1936, la population palestinienne se révolte contre l'occupation progressive de ces terres par ces migrants. 1947, on dénombre environ 1 400 000 Palestiniens et 600 000 Juifs en Palestine. Pour régler le conflit qui les oppose, l'ONU propose alors un plan de partage qui prévoit un État juif, 53% du territoire, un État arabe, 47%, et une zone internationale autour de Jérusalem, capitale revendiquée par les deux camps. Ce plan est refusé par les Arabes, et en mai 1948, la proclamation unilatérale d'Israël par David Ben Gourion déclenche la première guerre entre l'État hébreu et les pays arabes voisins. Quelques 750 000 Palestiniens sont alors chassés de leurs terres par l'armée israélienne, qui détruit les villages que vous voyez ici en rouge. C'est la Nakba, qui signifie catastrophe en arabe, et le début d'un interminable exil. 1949, Israël remporte la guerre et contrôle désormais 78% du territoire, bien au-delà des 53% prévus par l'ONU. Une ligne verte coupe notamment en deux la ville de Jérusalem. Cette ligne constitue la frontière de ce qu'aurait dû être l'État palestinien. Le droit au retour des réfugiés, inscrit dans le droit international, n'a par ailleurs jamais été appliqué. 1967, les Arabes subissent en effet une nouvelle défaite contre Israël, qui occupe désormais la Cisjordanie et Gaza, chassant à nouveau des populations civiles palestiniennes, essentiellement de la vallée du Jourdain, où un premier plan de colonisation est lancé. Les condamnations de l'ONU concernant cette occupation et cette colonisation sont restées lettres mortes. Sur le terrain, le nationalisme palestinien se structure et s'autonomise. 1969, Yasser Arafat, chef du mouvement Fatah, devient le leader incontesté de l'OLP, qui regroupe les différentes factions de la résistance palestinienne. Celle-ci va multiplier attentats meurtriers et prises d'otages, aussi bien à l'étranger que sur le sol israélien. Le front arabe de soutien au peuple palestinien commence par ailleurs à se fissurer. En septembre 1970, la Jordanie chasse les combattants de l'OLP vers le Liban. Ils sont accusés par le régime hachémite d'avoir tenté de le renverser.
Au Liban, les Palestiniens participent au basculement du pays dans la guerre civile, une guerre sanglante dont ils seront à la fois les acteurs et les victimes, notamment en septembre 1982 à Beyrouth, lorsque les réfugiés des camps de Sabra et Shatila sont massacrés par les milices chrétiennes, alliées de circonstance des Israéliens. À l'intérieur des territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza, les Palestiniens sont désormais confrontés à la colonisation de leurs terres, doublée d'une politique de contrôle des populations. Pour lutter contre les expropriations et autres humiliations, les jeunes Palestiniens se battent avec des pierres contre les soldats. À partir de 1987, c'est l'intifada, qui signifie soulèvement. Elle prend fin en 1993 avec, on l'a dit, la signature historique des accords d'Oslo entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin sous l'égide de l'Américain Clinton. Alors arrêtons-nous maintenant sur ces accords concrétisés en 1995. Ils prévoyaient la reconnaissance réciproque entre Israéliens et Palestiniens, et au bout de 5 ans, l'établissement d'un État palestinien dans les territoires occupés. Dans cette perspective, le territoire de Cisjordanie est alors découpé en 3 zones. La zone A, 18% du territoire, passe immédiatement sous contrôle de l'autorité palestinienne nouvellement créée et établie à Ramallah. La zone B, 21%, est sous tutelle mixte, mais contrôlée par l'armée israélienne. La zone C, 61%, où se trouvent la plupart des colonies juives, est totalement sous contrôle israélien. Ce découpage est toujours d'actualité. En effet, depuis une vingtaine d'années, le processus de paix a fait naufrage et la perspective d'un État palestinien n'a cessé de s'éloigner. En 2000, la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est déclenche la deuxième intifada qui va durer 5 ans. Depuis et après la mort de Yasser Arafat en 2004, le mouvement national palestinien s'est divisé dans un territoire toujours plus fragmenté par la colonisation israélienne et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 2006, les islamistes du Hamas, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël et sont soutenus par l'Iran et par le Qatar, remportent pour la première fois les élections législatives palestiniennes, mettant en échec les laïcs du Fatah, dirigés par Mahmoud Abbas. L'année suivante, les deux mouvances s'affrontent militairement. S'ensuit un partage territorial, le Hamas règne sur la bande de Gaza, tandis que le Fatah contrôle la Cisjordanie. Commençons par Gaza. Une bande côtière de 400 km², soit la moitié de la superficie de Berlin, où s'entassent 2 millions d'habitants, c'est l'une des régions les plus densément peuplées au monde. Le taux de chômage y est de 50%. Évacué par les colons israéliens en 2005, Gaza est soumis à un blocus total dans ses frontières maritimes et terrestres et son aéroport a été détruit. La zone de pêche autorisée est réduite à la portion congrue et les bateaux palestiniens essuient régulièrement des tirs israéliens. Ravagé par 4 guerres entre le Hamas et Israël, ainsi que par des frappes israéliennes contre un autre groupe armé financé par l'Iran, le Djihad islamique, les Gazaouis ne survivent que grâce à l'aide internationale, européenne notamment. Revenons à présent en Cisjordanie occupée, un territoire morcelé, on l'a vu. Environ 480 000 colons juifs, 4 fois plus qu'il y a 30 ans, sont installés dans les implantations que vous voyez ici sur la carte, protégées par l'armée et les milices. Depuis 2002, un mur de séparation a de plus été construit qui entre profondément en territoire palestinien. Dès lors, pour se déplacer, les Palestiniens ne peuvent pas emprunter les routes ici en rouge et sont soumis à d'innombrables checkpoints. Pour se rendre de Bethléem à Ramallah, un trajet de 50 km, il faut parfois compter plusieurs heures. Dans ce contexte, l'économie régresse et de nouveaux groupes de jeunes combattants défient à la fois Israël et l'autorité palestinienne, accusés de corruption et de collaboration. Quant à la vallée du Jourdain, c'est un territoire largement militarisé et colonisé, à l'exception de la ville palestinienne de Jéricho. Le partage des ressources en eau entre les communautés est toujours régi par les accords provisoires d'Oslo. Les Palestiniens doivent se contenter de 24% des eaux des nappes de Cisjordanie. Dès lors, de nombreuses familles dépendent de l'eau que la société israélienne mécorote leur vend, une eau qui vient pourtant du sous-sol palestinien. Intéressons-nous maintenant à Jérusalem. La ville sainte, revendiquée comme capitale par les Israéliens et les Palestiniens, est séparée en deux. La partie est, où se trouve la vieille ville, majoritairement palestinienne, a été annexée par Israël en 1980.
Elle abrite 360 000 Palestiniens qui n'ont que le statut de résident, révocable à tout moment, et 220 000 colons. Les gouvernements de droite au pouvoir, avec leurs alliés de l'extrême droite religieuse, y encouragent une politique d'expulsion des habitants palestiniens. Selon le mouvement israélien La Paix Maintenant, 20 000 maisons sont menacées de démolition par cette politique de judaïsation. Pour finir, voyons la situation en Israël. 1,7 million de Palestiniens y vivent, principalement en Galilée et dans la région de Jérusalem. Ils représentent 20% de la population de l'État hébreu et un parti arabe est entré pour la première fois dans une coalition de gouvernement en 2021. Mais malgré leur passeport israélien, certains Palestiniens subissent de nombreuses discriminations dans l'accès au travail, au logement, à la santé et à la terre. Nul ne sait aujourd'hui qui reprendra le chantier abyssal de la réconciliation israélo-palestinienne, mais les lignes bougent. Longtemps dévolues à la Maison-Blanche, comme on l'a vu avec les accords d'Oslo, c'est aujourd'hui à Vladimir Poutine que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, confie l'avenir des négociations. En pleine guerre en Ukraine, les deux hommes se sont vus le 13 octobre 2022, Abbas déclarant « Nous ne faisons pas confiance à l'Amérique. Nous sommes heureux et satisfaits de la position adoptée par les Russes. » À la même période, le 19 octobre 2022, une délégation du Hamas s'est rendue à Damas pour rencontrer Bachar el-Assad pour la première fois depuis 2011. Nous avons préparé avec lui cette émission. Le chercheur Pierre Blanc est l'un des auteurs de cet atlas des Palestiniens, publié chez Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.